Au dîner de famille, j'ai décidé de parler de ma grossesse à ma mère avant de l'annoncer à tout le monde, mais elle m'a ordonné de me taire et de ne rien annoncer. J'ai demandé pourquoi. C'est le premier bébé dans la maison. Elle a crié, tes grands-parents vont donner un chèque de 50 000 $ pour le premier petit enfant, et je veux que ta sœur tombe enceinte en premier pour qu'elle l'obtienne. Garde ta bouche fermée. J'ai dit, ce n'est pas juste. Ma sœur nous a entendus et a crié, maman, il n'y a qu'un seul moyen de la faire taire. Elle a essayé de m'attraper pendant que je courais. C'est alors que ma mère m'a jeté la bouilloire remplie d'eau bouillante sur la tête. Je suis tombée en hurlant alors que l'eau brûlait ma peau. J'ai perdu connaissance à cause de la douleur. Toute la famille s'est précipitée pour voir ce qui se passait et ma mère a simplement menti en disant qu'elle avait été imprudente. Quand je me suis réveillée à l'hôpital, le médecin m'a annoncé une terrible nouvelle. J'avais perdu le bébé. Ma mère a chuchoté avec un sourire narquois, parfait. Maintenant, ta sœur aura ses 50 000 $. Mais je n'en avais pas fini. J'ai décidé de les démasquer tous. Le dîner était censé être parfait. Je planifiais ce moment depuis des semaines, imaginant la joie sur les visages de tout le monde quand je partagerais ma nouvelle. Mon mari, Tyler, n'avait pas pu venir à cause d'une urgence professionnelle à Chicago, mais je me suis dit qu'annoncer notre grossesse à ma famille serait la meilleure chose à faire. La salle à manger sentait le poulet rôti et les pommes de terre au romarin, la recette de ma grand-mère que maman préparait toujours pour les grandes occasions. C'était fin octobre, le 28 pour être exact, et l'obscurité précoce de l'hiver approchant s'était déjà installée sur le quartier. Je suis arrivée tôt, vers 17h30, avec une bouteille de cidre pétillant et vêtue de la nouvelle robe bleue que Tyler m'avait achetée le mois dernier. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes alors que je franchissais la porte d'entrée de la maison de mes parents dans la banlieue de Cleveland. Tout semblait exactement comme dans mon enfance. Les murs couleur crème recouverts de photos de famille, l'escalier en chêne avec une troisième marche légèrement grinçante, l'horloge du grand-père qui faisait son tic-tac dans le coin. Maman était dans la cuisine en train d'arranger des fleurs dans un vase en cristal. Elle a levé les yeux quand je suis entrée, ses cheveux auburn tirés en arrière dans son chignon serré habituel, des boucles d'oreilles en perles captant la lumière. « Tu es en avance », dit-elle d'un ton neutre. Je voulais te parler de quelque chose avant que tout le monde n'arrive. Ma voix est sortie plus tremblante que je ne l'avais prévu. On peut aller dans le bureau une minute ? Elle m'a suivie dans le couloir, s'essuyant les mains sur son tablier. Le bureau sentait encore les cigares de papa, même s'il avait arrêté de fumer il y a 5 ans. J'ai fermé la porte derrière nous et j'ai pris une grande inspiration. Maman, je suis enceinte. De 12 semaines. Tyler et moi l'avons découvert il y a 2 mois, et nous voulions attendre la période de sécurité pour le dire à tout le monde. Je vais l'annoncer au dîner ce soir, mais je voulais que tu sois la première à le savoir. Je m'attendais à des larmes de joie, peut-être une étreinte. Au lieu de cela, son visage s'est rigidifié. Ses yeux verts se sont rétrécis en fente. Tu n'annonceras rien ce soir. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Quoi ? Pourquoi pas ? Parce que je l'ai dit. Elle a croisé les bras sur sa poitrine. Tu vas garder le silence et agir normalement. Maman, ça n'a aucun sens. Pourquoi ferais-je ça ? C'est le premier bébé dans la maison. Elle a répliqué, sa voix montant jusqu'à un ton strident qui m'a fait sursauter. Tes grands-parents donnent un chèque de 50 000 $ pour le premier petit enfant, et je veux que ta sœur tombe enceinte en premier pour qu'elle l'obtienne. Tiens ta langue. Je la fixais, incapable de comprendre ce que j'entendais. Ma sœur Nathalie était mariée à son mari Derek depuis 6 ans. Ils essayaient d'avoir un bébé depuis 2 ans, suivant des traitements de fertilité que mes parents avaient aidé à financer. Mais ça, ce n'est pas juste. Les mots sont sortis de ma bouche. Tu ne peux pas simplement décider qui obtient quoi en fonction d'un calendrier que tu as inventé dans ta tête. C'est mon bébé, ma vie. Juste. Elle a ri, un son dur qui a résonné contre les murs tapissés de livres. La vie n'est pas juste, ma chérie. Nathalie a besoin de cet argent pour la prochaine série de FIV. Toi et Tyler vous en sortez très bien financièrement.
il s'agit des priorités familiales. Les priorités familiales? Et les miennes? La porte s'est ouverte brusquement. Nathalie se tenait dans l'embrasure, ses cheveux blonds en vagues parfaites, portant une robe de créateur qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Elle devait être arrivée pendant que nous parlions. Qu'est-ce qui se passe? Ses yeux bleus passaient de maman à moi. Je vous entendais depuis le couloir. Maman a ouvert la bouche, mais j'ai parlé la première. Je suis enceinte, Nat. Et maman vient de me dire que je ne peux pas l'annoncer à cause de l'argent de grand-mère et grand-père. Le visage de Nathalie a traversé plusieurs émotions en succession rapide. Le choc, la peine, la colère, et finalement quelque chose de froid et de calculateur que je n'avais jamais vu auparavant. Elle s'est tournée vers maman. C'est vrai? Elle est vraiment enceinte? Oui, mais on peut gérer ça, a dit maman rapidement. Je lui ai déjà dit de se taire. Se taire? La voix de Nathalie est montée d'une octave. Maman, il n'y a qu'un seul moyen de la faire taire. Elle s'est jetée sur moi. J'ai reculé en trébuchant, ma hanche heurtant le coin du bureau de papa. Les mains de Nathalie ont cherché mes bras, ses ongles parfaitement manucurés comme des griffes. Je me suis dégagée et j'ai couru vers la porte, mon cœur battant si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. Arrête là, a hurlé Nathalie. J'ai atteint le couloir, mes chaussures plates glissant sur le parquet. La cuisine était juste devant. Si je pouvais sortir, atteindre ma voiture, quelque chose de chaud et de terrible a heurté l'arrière de ma tête et a dévalé mon cou et mes épaules. La douleur a été immédiate et dévorante, comme si chaque terminaison nerveuse de mon corps avait été incendiée. J'ai crié, un son que je n'ai pas reconnu comme venant de ma propre gorge. Mes jambes ont cédé et je me suis effondrée sur le sol. Le monde basculait. À travers le brouillard de l'agonie, j'ai entendu des voix. Papa qui criait, des pas qui martelaient le sol, quelqu'un qui pleurait. Ma vision s'est brouillée, puis s'est obscurcie sur les bords. La dernière chose que j'ai vue avant de perdre connaissance, c'est maman debout au-dessus de moi, la bouilloire vide pendant à sa main, son visage complètement vide d'expression. Quand j'ai ouvert les yeux, tout était blanc. Des dalles de plafond blanches, des murs blancs, des draps blancs remontés jusqu'à ma poitrine. L'odeur antiseptique de l'hôpital emplissait mes narines. Un bip régulier venait de ma gauche. Et quand j'ai tourné lentement la tête, car même ce petit mouvement provoquait des douleurs fulgurantes dans mon crâne, j'ai vu une perfusion connectée à mon bras. Vous êtes réveillé. Une infirmière est apparue dans mon champ de vision. Une femme au visage bienveillant avec des mèches grises dans ses cheveux noirs. Comment vous sentez-vous? Quoi? Ma gorge était comme du papier de verre. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été admise avec des brûlures au 2e et 3e degré couvrant environ 15% de votre corps, votre cuir chevelu, votre cou, le haut de votre dos et votre épaule droite. Vous avez été inconsciente pendant environ 6 heures. Elle a ajusté quelque chose sur la perfusion. Le médecin viendra vous parler sous peu. 6 heures. Le souvenir m'est revenu en un flot. Le visage de maman, la bouilloire, la douleur cuisante. Ma main s'est instinctivement déplacée vers mon ventre. Mon bébé. Est-ce que mon bébé va bien? L'expression de l'infirmière a changé, la sympathie envahissant ses traits. Elle a appuyé sur le bouton d'appel. Laissez-moi appeler le docteur Patterson tout de suite. Le médecin était une grande femme dans la cinquantaine avec des yeux fatigués. Elle a tiré une chaise à côté de mon lit et a pris ma main, son expression grave. Je suis profondément désolée, dit-elle doucement. Quand vous êtes arrivé, vous étiez en état de choc sévère à cause des brûlures et du traumatisme. Votre corps était sous un stress immense. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais vous avez commencé à avoir une hémorragie environ 90 minutes après votre arrivée. Malgré notre intervention, la grossesse n'a pas pu être maintenue. Je suis sincèrement désolée pour votre perte. Les mots n'avaient pas de sens au début. Ils flottaient dans l'air entre nous. Des syllabes vides de sens. Puis la réalité s'est écrasée sur moi et je ne pouvais plus respirer. Mon bébé. Le bébé de Tyler. Disparu. Non, ai-je murmuré.
Non, ce n'est pas possible. J'allais bien. Tout allait bien. Je suis vraiment désolé pour votre perte, a répété le docteur Patterson en me serrant la main. Nous avons des conseillers disponibles si vous souhaitez parler à quelqu'un. Et je dois vous demander, vous souvenez-vous de ce qui s'est passé? Votre famille a dit que c'était un accident, que vous aviez été imprudente dans la cuisine. Mais vos blessures sont compatibles avec, elle s'est interrompue alors que la porte s'ouvrait. Maman est entrée, papa juste derrière elle. Il avait l'air accablé, son visage pâle et tiré. L'expression de maman était plus difficile à lire, mais quand elle a vu que j'étais réveillée, quelque chose a vacillé dans ses yeux. Nous allons vous laisser un peu d'intimité, a dit le docteur Patterson en se levant. Mais je reviendrai vous voir bientôt. Dès que la porte s'est refermée, papa s'est précipité à mon chevet. Dieu merci, tu es réveillé. On était si inquiets. Inquiets? Le mot est sorti durement. Tu m'as jeté de l'eau bouillante dessus. C'était un accident, a dit maman rapidement. Elle s'est déplacée pour se tenir au pied de mon lit, les mains jointes devant elle. Tu courais dans la cuisine, tu agissais de manière hystérique. J'avais la bouilloire à la main et tu m'as bousculé. J'ai essayé de te prévenir. Je la fixais, incrédule. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Tu l'as jeté sur moi exprès. Tu es confuse, ma chérie. Sa voix était douce, travaillée. Le traumatisme, la douleur, ça affecte ta mémoire. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Tu as été imprudente et il y a eu un accident. C'est tout. Tout le monde, j'ai regardé papa. Tu crois ça? Il n'a pas voulu croiser mon regard. J'étais dans la salle à manger quand c'est arrivé. Le temps que j'arrive à la cuisine, tu étais déjà par terre. Ta mère a dit que tu avais eu un accident et elle ment. J'ai essayé de m'asseoir, mais une douleur a traversé mon dos et je suis retombée contre les oreillers. Elle a jeté cette bouilloire sur moi parce que j'étais enceinte et qu'elle voulait que Nathalie ait l'argent de grand-mère et grand-père. Où est Nathalie, d'ailleurs? Elle est très bouleversée, a dit maman. Ça a été traumatisant pour toute la famille. Mais ce qui compte maintenant, c'est que tu te reposes et que tu te rétablisses. Le médecin a dit que les brûlures guériront avec des soins appropriés. Tu auras quelques cicatrices, mais rien de trop grave. Les brûlures guériront? Ma voix s'est élevée. Et mon bébé? J'ai perdu mon bébé à cause de toi. Maman s'est penchée plus près, et quand elle a parlé, sa voix était assez basse pour que je sois la seule à l'entendre. Parfait. Maintenant, ta sœur aura ses $50 000. Les mots ont été prononcés avec un léger sourire, à peine perceptible. Papa regardait par la fenêtre et l'a manqué complètement. Mais moi, je l'ai vu. J'ai vu la satisfaction dans ses yeux, la torsion cruelle de sa bouche. Quelque chose en moi s'est brisé. Ou peut-être s'est-il cristallisé, durci en quelque chose de tranchant et d'incassable. Dehors, ai-je dit. Sortez tous les deux. Maintenant. Chérie, tu es contrariée, a commencé papa. Dehors. Une infirmière s'est précipitée, alertée par les moniteurs qui montraient mon rythme cardiaque en flèche. Elle a fait sortir mes parents, murmurant quelque chose sur la nécessité de me garder calme. Quand la porte s'est finalement refermée derrière eux, j'ai laissé les larmes couler. Mais même en pleurant, mon esprit travaillait, planifiait, car je n'en avais pas fini avec eux. Loin de là. Tyler est arrivé le lendemain matin, ayant pris le premier vol de Chicago. Il m'a serré dans ses bras pendant que je lui racontais tout, sa mâchoire se crispant de plus en plus à chaque mot. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment. On va porter plainte, a-t-il dit finalement. Agression, mise en danger de la vie d'autrui. Tout ce qu'il faudra. Ça ne marchera pas. Elle prétend que c'était un accident. Papa la soutiendra, et Nathalie aussi. C'est ma parole contre la leur. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je l'ai regardé, cet homme qui m'avait soutenu à travers tout, dont je portais l'enfant. Je veux les détruire complètement. Au cours de la semaine suivante, pendant que je me remettais à l'hôpital, j'ai passé des appels.
Le premier fut à une avocate nommée Patricia Morgan, un requin dans un tailleur de créateurs, spécialisé en droit de la famille et en dommages corporels. Je lui ai tout raconté, y compris le détail des 50 000 $. C'est un mobile, dit-elle en prenant des notes sur sa tablette. Mais sans témoin prêt à témoigner, ça va être difficile. Cependant, nous pouvons adopter d'autres approches. Comme quoi? Eh bien, pour commencer, nous documentons tout. Les dossiers médicaux, votre témoignage, les circonstances. Nous déposons un rapport de police, même si cela ne mène pas à des poursuites. Nous créons une trace écrite. Et ensuite, elle a souri, et ce n'était pas une expression agréable, ensuite. Nous nous penchons sur la planification successorale de vos grands-parents. L'hôpital est devenu ma maison temporaire. 4 jours se sont étendus à 9 alors que les médecins surveillaient ma guérison. Les brûlures étaient étendues. 15% de la surface de mon corps, ce qui me mettait à un risque sérieux d'infection et de complications. Certaines zones du haut de mon dos et de mon épaule droite avaient subi des dommages au 3e degré là où l'eau avait traversé le tissu fin de ma robe et était restée contre ma peau. Il voulait s'assurer d'une bonne cicatrisation et surveiller les signes d'infection qui pourraient devenir mortels. Le traumatisme émotionnel de la perte du bébé signifiait que j'étais également sous observation psychiatrique. Une conseillère en deuil nommée Dr Sandra Williams me rendait visite quotidiennement, sa voix douce posant des questions auxquelles je ne voulais pas toujours répondre. Tyler ne me quittait presque jamais, sauf pour aller chercher de la nourriture ou des vêtements propres à notre appartement de l'autre côté de la ville. Il avait installé un bureau de fortune dans le coin de ma chambre, son ordinateur portable en équilibre sur ses genoux pendant qu'il travaillait à distance. Son entreprise avait été compréhensive, bien qu'il ait été prudent sur les détails qu'il partageait. Urgence familiale, couvrait une multitude de péchés. Le 3e jour, ma cousine Ashley est venue me rendre visite. Elle était la fille du frère de papa, quelqu'un dont j'avais toujours été proche en grandissant. Elle a apporté des fleurs, des tournesols jaunes vifs qui semblaient trop joyeux pour la chambre d'hôpital stérile, et une boîte de biscuits faits maison. Tout le monde parle, dit-elle après que nous ayons épuisé les banalités. Elle s'est assise sur la chaise que Tyler avait laissée, nous donnant de l'intimité. À propos de ce qui s'est passé. La version de tante Catherine ne tient pas la route. Je l'ai regardée attentivement. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit que tu courais partout comme une folle, que tu l'as bousculée et que la bouilloire s'est renversée. Mais Sarah était là. Sarah était une autre cousine, la fille de l'oncle Paul. Elle a dit qu'elle a entendu des cris avant le hurlement. Elle a dit que ça ressemblait à une dispute sur quelque chose d'important. Mon pouls s'est accéléré. Serait-elle prête à le dire officiellement à la police? Ashley s'est mordu la lèvre. Je ne sais pas. Sa mère, tante Linda, est très proche de ta mère. On fait pression sur Sarah pour qu'elle se taise, pour ne pas faire de vagues. Tu sais comment est cette famille. Je le savais. La règle tacite avait toujours été de garder les affaires de famille privées, de présenter un front uni au monde extérieur, peu importe ce qui se passait derrière les portes closes. C'est ainsi que maman s'en était tirée avec son comportement contrôlant pendant des années. Comment le problème d'alcool de papa pendant mon adolescence avait été balayé sous le tapis. Comment le droit de Nathalie à tout avoir avait été excusé comme étant simplement sa personnalité. Je ne vais pas me taire cette fois, ai-je dit fermement. Ce qu'elle a fait, Ashley, j'ai perdu mon bébé. Et elle a souri à ce sujet. Les yeux d'Ashley s'écarquillèrent. Elle a quoi? Je lui ai parlé du commentaire chuchoté dans la chambre d'hôpital, de la satisfaction de maman à l'idée que Nathalie obtienne l'argent. J'ai regardé l'expression d'Ashley passer du choc au dégoût puis à la colère. C'est diabolique, a-t-elle soufflé. C'est vraiment diabolique. Je savais que tante Catherine pouvait être dure, mais ça, m'aideras-tu, ai-je demandé. Pas seulement avec Sarah, mais avec tout ce qui pourrait survenir. Je vais m'en prendre à elle, H. Je vais m'en prendre à elles deux, maman et Nathalie. Et j'ai besoin de gens qui sont de mon côté. Elle a tendu la main et a serré la mienne, en faisant attention à éviter la perfusion. Quoi que tu aies besoin, je suis là.
Cette conversation a été la première fissure dans le mur de silence unifié de la famille. Ashley a commencé à parler à d'autres cousins, sondant qui avait vu quoi, qui pourrait être prêt à parler. Elle a découvert que l'oncle Robert, le plus jeune frère de papa, était arrivé à la maison quelques minutes seulement après l'incident. Il m'avait vu par terre, avait entendu l'explication frénétique de maman, mais il avait aussi remarqué la distance entre l'endroit où j'étais tombée et l'emplacement de la cuisinière. L'angle n'avait aucun sens pour un déversement accidentel. Il est prêt à témoigner si nécessaire, a rapporté Ashley lors de sa visite suivante. Il n'a jamais aimé la façon dont tante Catherine vous traitait différemment, toi et Nathalie. Il a dit qu'elle a toujours favorisé Nat. Le rapport de police a été déposé le 5e jour. La détective Maria Santos est venue dans ma chambre d'hôpital avec un calepin et une expression compatissante qui, j'apprenais à le savoir, signifiait « ça n'ira probablement nulle part, mais on va essayer ». Elle a pris ma déposition, photographié mes blessures et promis d'interroger les membres de la famille qui étaient présents. 2 jours plus tard, elle est revenue avec de mauvaises nouvelles. Tout le monde s'en tient à l'histoire de l'accident. Votre mère, votre sœur, même votre père. Les cousins qui auraient pu voir quelque chose sont soudainement incertains de ce qu'ils ont entendu. Sans preuve physique ou un témoin crédible prêt à contredire le récit de votre mère? Le procureur ne poursuivra pas. Et pour la tentative d'agression? La mise en danger de la vie d'autrui? Même problème. C'est votre parole contre la sienne, et elle a plusieurs personnes qui soutiennent sa version. Je suis désolé. Je vous crois, pour ce que ça vaut. Mais la croyance ne suffit pas pour une affaire criminelle. Après son départ, j'ai pleuré des larmes de colère et de frustration. Tyler me tenait, sa propre colère irradiant de lui par vagues. Ce n'est pas fini, répétait-il. On trouvera un autre moyen. Le bureau de Patricia Morgan se trouvait dans un gratte-ciel élégant du centre-ville, tout en verre et en acier, avec des œuvres d'art coûteuses sur les murs. Quand j'ai finalement été sortie de l'hôpital, Tyler m'y a conduite pour notre première session de stratégie officielle. Mes brûlures étaient encore sensibles, recouvertes de bandages spécialisés qui devaient être changés 2 fois par jour. Je me déplaçais avec précaution, chaque mouvement me rappelant ce qui m'avait été fait. Le tribunal civil a une charge de la preuve moins lourde que le tribunal pénal, a expliqué Patricia, étalant des documents sur sa table de conférence. Nous n'avons pas besoin de preuves au-delà de tout doute raisonnable. Nous devons simplement montrer qu'il est plus probable que non que votre mère vous ait délibérément fait du mal. Les preuves médicales aident. La gravité et le schéma des brûlures? Leur emplacement sur votre corps. Un expert médical pourrait témoigner que ces blessures sont incompatibles avec un simple déversement. Mais vous avez dit qu'il y avait une autre approche, l'ai-je incité? Quelque chose à propos de la succession de mes grands-parents. C'est exact. Voici ce que je pense. Vos grands-parents sont âgés mais toujours sains d'esprit, n'est-ce pas? Oui. Grand-père vient d'avoir 82 ans. Grand-mère en a 79. Ils sont tous les deux en bonne santé. Ils voyagent encore constamment. Bien. Cela signifie qu'ils peuvent modifier leur planification successorale s'ils le souhaitent. Si nous pouvons leur présenter des preuves de ce qui s'est réellement passé, pas seulement votre témoignage, mais des preuves documentées, ils pourraient décider de réviser leur testament. Ce don de $50 000, ce n'est rien comparé à ce que votre mère héritera à leur décès. Nous parlons de millions en biens immobiliers, comptes d'investissement, polices d'assurance vie. Je me suis penchée en arrière, la compréhension m'envahissant. Vous voulez la frapper là où ça fait vraiment mal. L'argent qui l'intéresse vraiment. Exactement. Mais pour cela, nous avons besoin de plus que votre parole. Nous avons besoin de preuves que même vos grands-parents ne pourront ignorer. C'est alors qu'elle a suggéré le détective privé. James Rodriguez nous a rencontrés dans un café d'Ohio City, assez loin du quartier de mes parents pour que nous ne risquions pas de croiser quelqu'un que nous connaissions. Il avait la cinquantaine, des cheveux grisonnants et le genre de regard vigilant qui ne manquait rien. Autour d'un café brûlé et de scones rassis, il a exposé ses premières découvertes. J'ai commencé par votre sœur, comme vous me l'avez demandé,
dit-il en faisant glisser un dossier sur la table. Je l'ai suivie pendant une semaine complète pour établir ses habitudes et ses routines. Elle a un emploi du temps régulier. Salle de sport le matin, déjeuner avec des amis, shopping l'après-midi. Mais à 4 reprises pendant ma surveillance, elle a dévié de ce schéma. Il a sorti une série de photographies. Nathalie entrant dans un bâtiment médical. Nathalie dans un parking en train de parler à un homme en blouse blanche. Nathalie et le même homme buvant un verre au bar d'un hôtel, assis beaucoup plus près que ne le devrait un médecin et sa patiente. C'est le docteur Marcus Webb, a poursuivi James. 43 ans, marié, 2 enfants en banlieue. Il est son spécialiste de la fertilité depuis 18 mois. Selon les dossiers de la clinique, que j'ai obtenus grâce à un contact qui travaille dans la facturation médicale, votre sœur a eu 23 rendez-vous pendant cette période. Ça semble beaucoup, a dit Tyler. Ça l'est, surtout quand on considère qu'un cycle de FIV moyen comprend peut-être 6 à 8 rendez-vous étalés sur plusieurs semaines. 23 rendez-vous en 18 mois suggèrent soit des complications graves, soit, il a fait une pause significative, quelque chose d'autre. Je me suis penchée en avant, ignorant la tension de la peau en cours de cicatrisation sur mon dos. Vous pensez qu'il simule les traitements ? Je pense que certains des traitements sont assez réels pour maintenir les apparences, mais je pense aussi qu'un nombre significatif de ces rendez-vous n'ont jamais eu lieu. Regardez ça. Il a sorti une feuille de calcul. Ce sont des demandes de remboursement d'assurance déposées par la clinique du Dr Webb au nom de vos parents. Prélèvement d'ovules, transfert d'embryons, traitements hormonaux. Tests génétiques. Chacun facturé à des milliers de dollars. L'assurance de vos parents a versé plus de 30 000 $ au cours de la dernière année seulement. Mon Dieu, ai-je murmuré. C'est là que ça devient intéressant. J'ai parlé à une infirmière de la clinique. Officieusement. Elle était très nerveuse à l'idée de me parler. Elle a dit que le Dr Webb a un historique, disons, de pratiques de facturation créative. Rien qui n'ait été prouvé. Mais assez de rumeurs pour que certains autres membres du personnel aient commencé à documenter les irrégularités. Elle a mentionné que votre sœur vient pour des rendez-vous qui n'apparaissent pas dans les registres de procédure. La main de Tyler a trouvé la mienne sous la table. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils apparaissent comme des rendez-vous dans le système informatique. Assez pour générer une facture à l'assurance, mais il n'y a aucune trace d'une procédure médicale réelle effectuée. Pas d'infirmière présente, pas d'équipement utilisé. Rien. Juste le Dr Webb et votre sœur dans une salle d'examen avec la porte verrouillée. Les implications étaient claires. J'avais la nausée, sans savoir si c'était par dégoût ou par justification. Pouvez-vous le prouver, ai-je demandé. J'y travaille. L'infirmière est prête à fournir des documents si nous pouvons garantir sa protection. Elle a peur de perdre son emploi ou de subir des représailles de la part du Dr Webb. J'enquête aussi sur l'aspect financier. Si de l'argent change de main entre votre sœur et ce médecin au-delà des paiements d'assurance, il y aura une trace. Compte bancaire, retrait en espèces, dépôt inexpliqué. Donnez-moi encore 2 semaines. Ces 2 semaines ont semblé interminables. J'avais réemménagé dans l'appartement que Tyler et moi partagions à Tremont, un appartement sans ascenseur au 3e étage avec des planchers qui craquaient et une vue sur la ligne d'horizon de la ville. Être à la maison aurait dû être réconfortant, mais tout me rappelait le bébé que j'avais perdu. La chambre d'enfant que nous avions commencé à planifier. Les livres sur la grossesse empilés sur ma table de chevet. Les vêtements de maternité que j'avais été si excitée d'acheter, encore dans les sacs de courses dans le placard. Le Dr Williams, ma conseillère en deuil, venait pour des visites à domicile 2 fois par semaine. Elle m'encourageait à parler de la perte, à traiter le traumatisme séparément de la colère envers ma famille. Le deuil et la vengeance sont 2 choses différentes, disait-elle doucement. L'un vous guérira, l'autre vous rendra simplement amer. Et si j'ai besoin des 2 ? Ai-je demandé. Elle a réfléchi. Alors soyez intentionnel à ce sujet. Sachez quelle émotion vous ressentez à un moment donné et pourquoi. Ne laissez pas la colère consumer le deuil, car vous avez besoin de faire votre deuil.
Vous avez perdu un enfant. Cela mérite d'être pleuré pour ce que c'est. Pas seulement comme une arme contre votre mère. J'ai essayé de suivre son conseil. Certains jours étaient plus faciles que d'autres. Tyler m'a aidé en créant des rituels. Nous avons planté un arbre dans un parc local en mémoire du bébé que nous avions perdu, un petit érable qui grandirait et changerait avec les saisons. Nous avons écrit des lettres à l'enfant que nous ne rencontrerions jamais, puis nous les avons brûlées dans notre cheminée, regardant la fumée emporter nos mots. Mais sous le deuil, la colère couvait. Chaque fois que je changeais les bandages sur mes brûlures, je pensais à la main de maman sur cette bouilloire. Chaque fois que je voyais mon reflet et la peau rougie sur mon cou, je me souvenais de son murmure, « Parfait. » James a appelé un jeudi après-midi. « J'ai quelque chose. Pouvez-vous venir à mon bureau ?» Son bureau était un espace exigu au-dessus d'un salon de tatouage, des papiers empilés partout, et un vieil écran d'ordinateur qui vacillait sur un bureau qui avait connu des jours meilleurs. Mais quand il a étalé ses découvertes, toute inquiétude concernant ses compétences organisationnelles a disparu. Votre sœur et le docteur Webb ont un compte bancaire joint, dit-il, surlignant des entrées sur un imprimé. Il a été ouvert il y a 8 mois, à peu près au moment où leur liaison semble avoir commencé. Regardez ces dépôts. Ils correspondent exactement aux dates des traitements dont l'infirmière dit qu'ils n'ont jamais eu lieu. Quelqu'un dépose l'argent des paiements de l'assurance sur ce compte. De combien parlons-nous ? 23 418 $. De plus, vos parents ont donné de l'argent liquide à votre sœur pour des traitements supplémentaires non couverts par l'assurance. Selon les relevés de carte de crédit de votre père, il a sorti une autre pile de papier. Il a retiré environ 20 000 $ en espèces au cours de la dernière année. Les retraits sont toujours juste en dessous de 10 000 $ à la fois. Pourquoi ce montant spécifique ? A demandé Tyler. Les banques sont tenues de signaler les transactions en espèces de 10 000 $ ou plus au gouvernement fédéral. Votre père a probablement pensé qu'il était malin en restant sous la limite. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que faire des retraits répétés juste en dessous du seuil s'appelle de la structuration, et c'est en fait illégal. Les banques surveillent exactement ce schéma et déposent des rapports d'activité suspectes. Si l'IRS examine un jour les finances de vos parents, ces retraits lèveront d'importants drapeaux rouges. J'ai absorbé cette information. Papa avait essayé de cacher les paiements en espèces, ce qui signifiait qu'à un certain niveau, il savait que quelque chose n'allait pas dans ce que Nathalie leur disait. Donc, entre la fraude à l'assurance et les paiements en espèces, nous parlons de plus de 40 000 $ au total, a poursuivi James. L'argent de l'assurance, environ 30 000 $, a été déposé sur le compte joint par tranche correspondant à la facturation frauduleuse. Votre sœur et le docteur Webb ont dépensé de l'argent de ce compte. Restaurant, hôtel, shopping. Ils ont déjà dépensé environ 7 000 $, laissant les 23 000 que j'ai mentionnés. Et elle l'empoche, a dit Tyler, l'utilisant pour financer sa liaison. C'est mon évaluation. J'ai aussi des photos d'eux dans des hôtels à Akron, Columbus et Pittsburgh. Toujours le même schéma. Ils s'enregistrent séparément, partent séparément, mais ma surveillance les montre ensemble dans la chambre. En voici une de la semaine dernière. Il a fait glisser une photo de Nathalie et du docteur Webb s'embrassant dans le couloir d'un hôtel, sa main sur sa taille. J'ai fixé l'image, cette preuve de la double vie de ma sœur. Derek n'en a aucune idée, n'est-ce pas ? Aucune. J'ai fait des recherches sur ses finances aussi, juste pour être complet. Il a mis de l'argent dans un fonds pour les études universitaires. Recherche des maisons plus grandes et de meilleurs districts scolaires. Le gars pense qu'il est sur le point de devenir père. Il n'a aucune idée que sa femme mène une arnaque et couche avec son médecin. Nous devons le lui dire, ai-je dit. Patricia n'était pas d'accord lorsque nous lui avons tout montré lors de notre réunion suivante. Derek est une complication dont nous n'avons pas besoin pour le moment. S'il l'apprend et confronte Nathalie, elle pourrait détruire des preuves ou s'enfuir. Nous devons attendre d'être prêts à agir sur tous les fronts simultanément. Ce n'est pas juste pour lui. La justice est le but ici, pas l'équité, a dit Patricia sans embâge. Derek le découvrira éventuellement.
Mieux pour lui que cela se produise lorsque nous aurons tout documenté et verrouillé. Sinon, Nathalie pourrait le convaincre que ce sont tous des mensonges. Le convaincre de l'aider à couvrir les choses. Les hommes amoureux font des choses stupides. Elle n'avait pas tort. À contre-cœur, j'ai accepté d'attendre. Les preuves continuaient de s'accumuler. James a trouvé l'infirmière prête à parler. Son nom était Bridget Chen, et elle travaillait à la clinique de fertilité depuis 6 ans. Elle avait remarqué les irrégularités dans la facturation du Dr Webb et avait commencé à tenir ses propres dossiers lorsque ses préoccupations auprès de la direction de la clinique avaient été rejetées. « Il est charmant », nous a-t-elle dit lors d'une réunion au bureau de Patricia. Tout le monde l'aime, mais je suis dans ce domaine depuis assez longtemps pour savoir quand quelque chose ne va pas. Les patientes n'ont pas de procédures qui ne sont pas enregistrées. Les médicaments ne sont pas distribués sans documentation. Et ils ne passent certainement pas 2 heures dans une salle d'examen avec la porte verrouillée et les rideaux tirés. Témoignerez-vous de cela si nécessaire, a demandé Patricia. Bridget a hésité. Si vous pouvez me protéger légalement, oui. J'ai déjà fait des copies des dossiers que j'ai gardés. Journaux de rendez-vous, dossiers de facturation, distribution de médicaments, tout ce qui montre les divergences. Nous pouvons vous protéger, a promis Patricia. Et franchement, quand cela sortira, le Dr Webb aura des problèmes bien plus importants qu'une infirmière lanceuse d'alerte. L'ordre des médecins révoquera sa licence. Les compagnies d'assurance le poursuivront pour fraude. Il pourrait faire face à des accusations criminelles. Bien, a dit Bridget fermement. Il vole des patientes et des compagnies d'assurance depuis des années. Quelqu'un doit l'arrêter. Avec le témoignage et la documentation de Bridget, nous avions tout ce dont nous avions besoin pour prouver la fraude. Mais Patricia en voulait plus. Elle voulait que la liaison soit documentée si minutieusement qu'il ne pourrait y avoir aucun doute, aucune place pour que Nathalie prétende que c'était un malentendu ou une erreur. James a passé une autre semaine à les suivre, construisant une chronologie de leur relation. Reçu d'hôtel, notes de restaurant, un week-end à Niagara Falls où ils se sont enregistrés dans un bed and breakfast sous de faux noms, M et Madame Peterson. Il a même réussi à obtenir un enregistrement d'une conversation téléphonique entre eux discutant de leur stratégie de sortie, le plan de Nathalie de divorcer de Derek une fois qu'elle aurait assez d'argent de l'arnaque à la fertilité pour repartir à zéro. Elle est plus froide que je ne le pensais, ai-je dit, en écoutant la voix de ma sœur sur l'enregistrement, désinvolte et calculatrice alors qu'elle discutait de la destruction de son mariage. Les sociopathes le sont souvent, a observé Patricia. Elle ment à tout le monde depuis des mois. À Derek sur le fait d'essayer de tomber enceinte, à vos parents sur les traitements, à la compagnie d'assurance sur les procédures. Quelqu'un qui peut maintenir autant de mensonges simultanément a une certaine qualité impitoyable. J'ai pensé à Nathalie en grandissant. L'enfant en or qui ne pouvait rien faire de mal. Combien de fois avait-elle menti pour se sortir d'affaire, battant des cils devant papa jusqu'à ce qu'il la laisse s'en tirer? Combien de fois maman l'avait-elle couverte, trouvé des excuses, me blâmant à sa place? Ce n'était pas un nouveau comportement. C'était juste l'évolution naturelle d'une vie passée à s'en tirer avec tout. Ta sœur Nathalie, a-t-il dit, assis en face de moi dans le bureau de Patricia 2 semaines après ma sortie de l'hôpital. Elle a une liaison avec son médecin spécialiste de la fertilité, un type nommé Dr Marcus Webb. Ça a commencé il y a environ 8 mois. J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? Peut-être rien. Mais voici la partie intéressante. Le Dr Webb a facturé à l'assurance de vos parents des traitements de fertilité qui n'ont jamais eu lieu. Lui et Nathalie ont empoché la différence. Nous parlons d'environ 30 000 $ de demandes frauduleuses au cours de la dernière année. Tyler s'est penché en avant. C'est de la fraude à l'assurance. Absolument, a convenu James. Et vos parents ont financé des traitements supplémentaires de leur poche. 20 000 autres dollars d'après les relevés bancaires que nous avons obtenus. Tout cela allant sur un compte que Nathalie et le Dr Webb partagent. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. Elle n'essaie pas vraiment de tomber enceinte. Il ne semble pas. La liaison a commencé à peu près au moment où elle a prétendu commencer la FIV.
Mon avis? Elle et ce médecin ont concocté un plan pour traire vos parents de leur argent pendant qu'ils jouaient au couple. Pouvons-nous le prouver? A demandé Patricia. J'ai des relevés bancaires, des reçus d'hôtel, des journaux d'appel et des photos. Plus une déclaration d'une infirmière de la clinique qui est devenue méfiante à propos des irrégularités de facturation. Elle était sur le point de le signaler quand le docteur Webb lui a soudainement donné une généreuse augmentation. On dirait de l'argent pour la faire taire. Je me suis adossée à ma chaise, mon esprit tourbillonnant. On peut utiliser ça. On peut faire plus que ça, a dit Patricia. On peut l'exploiter. L'argent de vos grands-parents. Quand prévoyait-il de le donner? Le chèque devait être présenté au dîner de Thanksgiving. Il voulait faire une grande annonce. Célébrer le premier arrière-petit-enfant. Thanksgiving est dans 3 semaines. Patricia a tapoté ses doigts sur son bureau. Voici ce que je pense. Nous ne révélons pas ce que nous savons avant. Nous laissons votre famille penser qu'elle s'en est tirée. Et puis, à ce dîner, on met le feu à tout. Tyler avait l'air incertain. C'est assez dramatique. Ils ont essayé de tuer notre bébé, ai-je dit doucement. Le drame est le minimum de ce qu'il mérite. Les 3 semaines suivantes furent les plus longues de ma vie. Je devais jouer le rôle de la fille obéissante se remettant de son accident. Je prenais les appels de maman, écoutais sa fausse préoccupation pour la guérison de mes brûlures. J'acceptais les excuses soigneusement formulées de Nathalie pour ne pas avoir été là pour moi pendant cette période difficile. J'ai même accepté de venir au dîner de Thanksgiving chez mes grands-parents. Maman avait laissé échapper lors d'un de nos appels téléphoniques que Nathalie avait une bonne nouvelle à annoncer à Thanksgiving, laissant entendre qu'elle était enfin enceinte. Le timing était presque risible. Bien sûr, Nathalie annoncerait soudainement une grossesse juste au moment où grand-mère et grand-père prévoyaient de donner leur cadeau. Que ce soit vrai ou un autre mensonge, je ne savais pas et je m'en fichais. De toute façon, son monde était sur le point de s'effondrer. Grand-mère Shirley et grand-père Frank vivaient dans une vaste demeure coloniale à Shaker Heights, le genre de maison qui apparaît dans les magazines. Ils avaient bâti leur fortune dans l'immobilier et passaient leur retraite à voyager entre leurs maisons de Cleveland, de Floride et du Maine. Les 50 000 $ n'étaient pour eux qu'une bagatelle, mais ils avaient toujours cru en l'importance de marquer les grandes occasions familiales par des cadeaux généreux. La salle à manger était magnifiquement décorée pour Thanksgiving. Des fleurs d'automne dans des vases en cristal. De la porcelaine qui était dans la famille depuis des générations, des bougies jetant une lumière chaude sur tout. 20 personnes étaient réunies autour de la table rallongée. Mes grands-parents, mes parents, Nathalie et Derek, divers oncles, tantes et cousins. J'étais assise entre Tyler et ma cousine Ashley, poussant la nourriture dans mon assiette. Les brûlures sur mon cou et mon cuir chevelu avaient guéri pour laisser des marques rouges et vives que le maquillage ne pouvait pas tout à fait cacher. J'ai surpris maman les regarder plusieurs fois. Une lueur de quelque chose culpabilité? Satisfaction? Traversant son visage à chaque fois. Le dessert était servi quand grand-père Frank s'est levé, tapotant son verre de vin avec une cuillère. J'aimerais faire une annonce, dit-il, sa voix portant à travers la table. Shirley et moi attendons ce moment depuis longtemps. Nathalie s'est redressée, tendant la main vers celle de Derek. Ses yeux brillaient d'anticipation. Elle pensait que c'était son moment. Nous avons décidé il y a des années, a poursuivi grand-père, que nous voulions célébrer l'arrivée de notre premier arrière-petit-enfant avec un don financier important. 50 000 $ pour aider à l'avenir du bébé. Nous comprenons que Nathalie a des nouvelles à partager ce soir et nous espérons, en fait, grand-père, avant que tu continues. J'ai quelque chose à dire. Je me suis levée, mon cœur battant la chamade. Patricia m'avait conseillé de rester calme, de présenter les faits clairement. J'étais enceinte. De 12 semaines. J'allais l'annoncer au dîner de maman et papa il y a 3 semaines. Des murmures autour de la table. La main de grand-mère Shirley s'est portée à sa bouche. Les sourcils de grand-père se sont froncés, confus. Mais j'ai perdu le bébé, ai-je continué. Je l'ai perdu parce que maman m'a jeté une bouilloire d'eau bouillante dessus quand j'ai refusé de me taire sur ma grossesse. Ce n'est pas vrai.
Maman était sur ses pieds, le visage rouge. C'était un accident. Tu étais imprudente. Elle me l'a jeté parce qu'elle voulait que Nathalie ait votre argent, ai-je dit, m'adressant directement à mes grands-parents. Elle m'a dit de me taire pour que Nathalie puisse annoncer sa grossesse la première et réclamer les 50 000 $. C'est de la folie, a dit Nathalie. Mais sa voix vacillait. Maman ne ferait jamais, sauf que Nathalie n'essaie pas vraiment de tomber enceinte. N'est-ce pas, Nat? Tyler s'est levé à côté de moi, sortant un dossier du sac à ses pieds. Elle a une liaison avec son médecin spécialiste de la fertilité. Le docteur Marcus Webb. Ils commettent une fraude à l'assurance, facturant à l'assurance de maman et papa des traitements qui n'ont jamais eu lieu. 23 procédures de fertilité au cours de la dernière année. Tout inventé. Ils se partagent les paiements de l'assurance et empochent l'argent que maman et papa leur ont donné pour des traitements supplémentaires. Il a fait glisser des photographies sur la table. Nathalie et un bel homme dans la quarantaine entrant dans un hôtel. Le même couple dans un restaurant se tenant la main par-dessus la table. Des relevés bancaires surlignés en jaune. Ce sont des faux, a balbutié Nathalie. Tu as truqué ces photos. Nous avons un expert comptable judiciaire qui serait heureux de témoigner du contraire, ai-je dit. Nous avons aussi une déclaration d'une infirmière de la clinique. Le docteur Webb a essayé d'acheter son silence, mais elle est prête à parler à la compagnie d'assurance et à la police. Derek fixait Nathalie, son visage vidé de sa couleur. C'est vrai? Elle n'a pas répondu, son regard fixé sur les photographies. Donc, si je comprends bien, ai-je dit, ma voix stable malgré le tremblement de mes mains, maman m'a agressée, me faisant perdre mon bébé. Pour que Nathalie puisse faire semblant de tomber enceinte et réclamer de l'argent à grand-mère et grand-père. De l'argent qu'elle allait utiliser pour continuer sa liaison et son arnaque. Est-ce que ça résume bien la situation? Le silence était assourdissant. Maman s'était affaissée sur sa chaise, le visage cendré. Papa avait l'air d'avoir la nausée. Le sang-froid parfait de Nathalie s'était complètement brisé. La voix de grand-père Frank a tranché le silence comme un couteau. Catherine, ce qu'elle dit est-il vrai à propos de la bouilloire? C'était un accident, a murmuré maman. Je ne voulais pas, tu m'as dit à l'hôpital que c'était parfait que j'ai perdu le bébé, ai-je dit. Tu as souri en le disant. Maintenant, ta sœur aura ses 50 000 $. Ce sont tes mots exacts. Grand-mère Shirley pleurait en silence, des larmes coulant sur ses joues ridées. Plusieurs de mes cousins chuchotaient entre eux, lançant des regards choqués à ma mère et à ma sœur. Je veux que vous partiez toutes les deux, a dit grand-père, sa voix tremblante de rage. Catherine, Nathalie, sortez de ma maison. Maintenant. Papa, s'il te plaît, a commencé maman. Maintenant. Je ne l'avais jamais entendu crier auparavant. Personne d'autre non plus, à en juger par les réactions stupéfaites. Maman et Nathalie se sont levées, leurs mouvements saccadés et incertains. Nathalie a attrapé son sac à main tandis que Derek restait assis, fixant la table. Papa avait l'air déchiré, regardant entre sa femme et son père. George, a dit grand-père à mon père, tu peux rester ou partir, mais si tu choisis de partir avec elle, tu choisis de soutenir ce qu'elle a fait. Réfléchis bien. Papa est resté assis. Maman est partie seule. Nathalie traînant derrière elle. Après leur départ, grand-père s'est tourné vers moi. Je suis si profondément désolé pour ta perte, pour ce qui t'est arrivé et pour tout rôle que notre argent a pu jouer dans cette horreur. Ce n'est pas votre faute, ai-je dit, et je le pensais. Vous ne pouviez pas savoir. Pourtant, il a tendu la main par-dessus la table et a pris la mienne. Les 50 000 $ étaient destinés à célébrer une nouvelle vie et la famille. Puisque les actions de ta mère t'ont enlevé cela, je veux que tu les aies quand même. Utilise-les comme tu l'entends. Thérapie, facture médicale, tout ce dont tu as besoin. Grand-père, vous n'êtes pas obligé, j'insiste. Et je vais apporter quelques modifications à mon testament. Catherine et Nathalie ne sont plus bénéficiaires. Ce qu'elles ont fait est impardonnable. Les conséquences se sont déroulées au cours des mois suivants.
Maman et papa se sont séparés quand papa a finalement reconnu ce qui s'était réellement passé ce soir-là dans la cuisine. Il a déménagé dans un appartement du centre-ville et a commencé une thérapie, essayant de comprendre son rôle dans la facilitation du comportement de maman. Il m'appelait chaque semaine, s'excusant, bien que je ne sois pas encore prête à lui pardonner. Peut-être un jour. Nathalie et Derek ont divorcé. L'enquête sur la fraude à l'assurance a duré 8 mois avant que des accusations ne soient officiellement portées. Pendant ce temps, le Dr Webb a perdu sa licence médicale lorsque l'Ordre des médecins de l'État a lancé sa propre enquête. La clinique l'a licencié et sa femme a demandé le divorce. Lorsque les accusations criminelles sont finalement tombées, Nathalie et le Dr Webb ont tous deux risqué une peine de prison sérieuse, jusqu'à 5 ans chacun pour fraude à l'assurance, complot et vol. Leurs avocats ont négocié des accords de plaidoyer, 2 ans de probation, la restitution intégrale des 43 000 $ qu'ils avaient volés, 500 heures de service communautaire chacun et des marques permanentes sur leur casier judiciaire. Nathalie a déménagé en Arizona pour vivre avec sa colocataire d'université, coupant les ponts avec tout le monde à Cleveland. Maman a essayé de me contacter plusieurs fois, des lettres, des emails, des appels sur le téléphone de Tyler quand j'ai bloqué son numéro. Je n'ai jamais répondu. Patricia m'a conseillé de poursuivre au civil pour l'agression et la perte de ma grossesse, mais honnêtement, j'étais épuisée. L'affaire pénale n'avait mené nulle part. Le procureur a refusé de poursuivre sans preuve suffisante d'intention, mais les conséquences sociales étaient suffisantes. Maman a perdu son poste au conseil d'administration de l'association caritative de l'hôpital lorsque la nouvelle de ce qu'elle avait fait s'est répandue. Ses amis ont cessé d'appeler. Elle est devenue une paria dans ses cercles sociaux. Grand-mère et grand-père sont restés inébranlables dans leur soutien. Les 50 000 $ ont été placés dans un fonds en fiducie que Tyler et moi avons décidé d'utiliser pour de futurs enfants, si et quand nous serions prêts à essayer à nouveau. Ils ont également payé la thérapie dont j'avais besoin pour tout surmonter. L'agression, la fausse couche, la trahison de personnes en qui j'avais confiance toute ma vie. Les cicatrices physiques se sont estompées pour devenir de pâles lignes argentées qui ne se voyaient que lorsque je relevais mes cheveux. Les cicatrices émotionnelles ont mis plus de temps. J'ai fait des cauchemars pendant des mois, me réveillant avec la sensation de brûlure fantôme sur ma peau. Tyler m'a tenu dans ses bras pendant ces moments, patient et aimant même quand je le repoussais dans mon deuil. Il a fallu près d'1 an avant que je puisse penser à essayer d'avoir un autre bébé. Nous avons commencé à travailler avec une thérapeute spécialisée dans la grossesse après une perte. Elle m'a aidé à séparer le traumatisme de l'espoir, la peur de la possibilité. Quand je suis tombée enceinte à nouveau, je ne l'ai dit à personne sauf à Tyler jusqu'à ce que je sois bien avancée dans mon 2e trimestre. Nous l'avons annoncé discrètement, juste aux personnes en qui nous avions confiance, grand-mère et grand-père, la famille de Tyler, nos amis les plus proches. Pas de grand dîner, pas de révélation dramatique. Papa a demandé s'il pouvait être impliqué. Je lui ai dit que j'avais besoin de plus de temps. Peut-être après la naissance du bébé, nous verrions. Il a accepté cela, même si je pouvais entendre la tristesse dans sa voix. Maman a envoyé une carte quand elle l'a appris, probablement par le bouche-à-oreille familial. Il y avait écrit « Félicitations, rien d'autre ». Je l'ai jeté. Mon fils est né un mardi pluvieux d'avril. 3,8 kg d'une vie parfaite et hurlante. Nous l'avons appelé Jackson, d'après le grand-père de Tyler. Grand-mère et grand-père sont venus à l'hôpital, des larmes coulant sur leur visage alors qu'ils tenaient leur premier arrière-petit-enfant. C'est ce que ça aurait dû être, a murmuré grand-mère. De la joie pure. Ils nous ont donné un chèque de 50 000 $, comme ils l'avaient promis toutes ces années auparavant. Mais ils nous ont aussi donné quelque chose de plus précieux, un soutien indéfectible et un amour sans condition ni manipulation. Je n'ai jamais revu maman après ce dîner de Thanksgiving. J'ai entendu par papa qu'elle avait déménagé en Floride, essayant de recommencer sa vie quelque part où personne ne connaissait son histoire. Je ne me souciais pas assez de savoir si c'était vrai. Nathalie a envoyé un email quand Jackson avait 3 mois. Il était long et décousu, plein d'excuses, d'explications et de justifications. Elle prétendait qu'elle avait été désespérée,
que les traitements de fertilité l'avaient poussée à faire de mauvais choix, qu'elle n'avait jamais voulu que tout cela se passe comme ça. Elle a dit qu'elle suivait une thérapie maintenant, qu'elle travaillait sur elle-même, espérant que nous pourrions éventuellement nous réconcilier. J'ai supprimé l'email sans répondre. Certaines personnes ne méritent pas le pardon. Certains ponts méritent de rester brûlés. Ce qu'elles ont fait, ce qu'elles m'ont pris, n'était pas quelque chose qui pouvait être aplani avec des excuses et du temps. Mon premier bébé, celui que j'avais perdu, n'existerait jamais à cause de leur cupidité et de leur cruauté. Mais Jackson existait. Il était réel et parfait à mes yeux. Et chaque jour où je le voyais grandir était un cadeau dont maman et Nathalie ne feraient jamais partie. Tyler dit que j'ai gagné parce que j'ai eu ma vengeance et que j'ai continué à construire une belle vie. Peut-être a-t-il raison. L'héritage que grand-mère et grand-père avaient redirigé loin de maman est allé à moi et à mes cousins à la place. La réputation de maman a été ruinée. Nathalie a perdu son mariage, sa liberté pendant un certain temps, et sa relation avec la famille. Mais honnêtement, ce n'est pas la vengeance qui m'a guéri. C'est le moment où j'ai décidé qu'elle ne ferait plus partie de mon avenir. Elle n'allait pas rencontrer mon fils. Elle n'allait pas célébrer ses premiers pas ou entendre ses premiers mots. Elles ont été complètement et définitivement exclues de chaque bonne chose qui est venue après. Ce dîner de Thanksgiving a été la dernière fois que je les ai vues comme ma famille. Après cela, elles n'étaient que des personnes que j'avais connues. Des personnes qui avaient fait des choix terribles et qui devaient en assumer les conséquences. J'ai avancé. J'ai guéri. J'ai construit une vie pleine de gens qui m'aimaient vraiment, qui ne me feraient jamais de mal comme elles l'avaient fait. Et parfois, tard dans la nuit, quand Jackson dort et que la maison est silencieuse, je pense à ce moment à l'hôpital où maman a murmuré « Parfait », avec ce sourire cruel. Je pense à la rage qui m'a envahi, à la froide détermination de les faire payer. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait pour les démasquer. Elles méritaient chaque conséquence, chaque relation perdue, chaque humiliation publique, chaque porte qui s'est fermée sur leur visage. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir mis si longtemps à les voir pour ce qu'elles étaient vraiment. Des personnes qui accordaient plus de valeur à l'argent qu'à la famille, qui détruiraient le bonheur de leur propre fille pour une chance de $50 000. Mais maintenant, je vois clair.